Je souhaite aborder un deuxième point qui n'était pas dans l'ordre du jour, mais c'est un point d'actualité. Vous avez dû le voir hier, Johanna Rolland a reçu à Bruxelles le prix donc, pour l'agglomération nantaise de la capitale européenne de l'innovation. Après Athènes et Paris, donc évidemment on ne peut que s'en réjouir et ici se féliciter du travail des communes, évidemment, puisque c'est bien un prix métropolitain, hein, donc c'est Nantes et la métropole, qui a reçu ce prix, non pas pour une invention, c'est pas une récompense parce qu'on a fait une invention, c'est bien une récompense en matière de participation citoyenne et de dialogue citoyen, d'économie sociale et solidaire et de transition énergétique, dont il est question à l'échelle locale. Donc, et notamment ce qui a été le plus, ce qui a permis peut-être de faire la différence, c'est le grand débat citoyen qu'il y a eu sur la transition énergétique. Donc on voit bien que effectivement la participation citoyenne et le dialogue citoyen, c'est quelque chose aujourd'hui qui est important et qui est à valoriser. Et de même que la transition énergétique et tout ce qu'on peut faire effectivement dans nos communes respectives, mais aussi au sein de l'agglomération nantaise, ça a été 33 propositions, 33 engagements même de la métropole pour travailler sur la transition énergétique. Donc je pense qu'ici, à notre échelle communale, on a participé à ces débats. Il y en a eu plusieurs. On parle du débat sur le vieillissement aussi. Donc là, c'est plus Evelyne qui a participé à ce débat-là en tant qu'adjointe à l'action sociale. Et il y a eu le débat sur la Loire. Nous, on était un petit peu plus loin de la Loire, donc un peu moins engagés. Mais en tout cas, c'est clair qu'on peut être fier d'être dans l'agglomération nantaise aujourd'hui. Voilà. Je tenais du coup à ce qu'on puisse en parler ce soir. Du coup, je te laisse la parole, Bertrand. Peut-être on va démarrer par le rapport de Nantes Métropole. On parlera des décisions du maire ensuite, une fois que Bertrand aura fini, qu'il sera parti pour le libérer. Ok. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter le rapport de Nantes Métropole. C'est le rapport d'activité 2018. Alors pourquoi 2018 ? Parce que c'est le rapport qui doit être présenté après que le Conseil métropolitain ait voté le compte administratif. On fait ça en général au mois de juin. Après, il y a l'été. Et donc, en général, c'est dans les premiers conseils après la rentrée que ce rapport est présenté. Parfois même, ça s'étale un peu jusqu'en novembre et même parfois en décembre. Bon, ce qui n'est pas toujours très, très cohérent et facile à comprendre. Mais en tout cas, on n'a pas le droit de le présenter avant le mois de juin, ce qui explique toujours ce décalage temporel. Alors, j'ai deux façons de vous présenter les choses. Ça, c'est le rapport complet. Ça, c'est le rapport en version courte. Donc, je vais essayer de ne pas faire comme plein d'élus font en disant je vais être bref. En fait, ils sont très longs. Donc moi, je veux dire, ça va prendre un peu de temps quand même. Voilà. Mais l'important, je pense, c'est de pouvoir laisser du temps au débat. Et je crois que de toute façon, vous avez, sur votre dossier de conseil municipal, vous aviez un lien pour pouvoir accéder au rapport. Donc vous pouvez toujours le consulter autant que de besoin. L'important, je pense, c'est d'essayer de faire passer un certain nombre de messages. Donc ce rapport se présente en trois parties. D'abord une présentation de l'action de Nantes Métropole, ensuite une synthèse financière de l'année, et puis la synthèse de l'activité du pôle sur votre commune. Et en général, ce sont les élus de la commune qui le présentent. Donc moi, je présenterai seulement les deux premières parties. C'est bien prévu comme ça ? C'est Christian, mais s'il arrive. Non, je vais essayer de rester le plus longtemps possible quand même. Vous voyez, ça commence mal. Donc ici, le rapport de l'action de Nantes Métropole sur l'année 2018 est structuré autour de trois chapitres qui normalement doivent s'afficher au fur et à mesure. Donc une métropole innovante, créative, attractive et rayonnante. Donc là, c'est pour l'aspect plutôt développement économique et pas seulement le développement économique. Hein, il y a aussi l'emploi, l'innovation précisément, l'enseignement supérieur et la recherche. Une métropole du bien vivre ensemble et de la solidarité. Donc là, c'est plutôt les aspects sociaux qui sont mis en avant. Et puis une métropole engagée pour la transition écologique et énergétique. Et là, on verra que c'est tout un ensemble de composantes qui peuvent être mis en action. Donc le premier chapitre, c'est la métropole innovante, créative et rayonnante. Et avant ça,
on essaie de mettre toujours en évidence la montée du fait métropolitain. Alors le fait métropolitain, c'est quelque chose je crois qu'il est parfois un peu difficile de percevoir quand on n'est pas élu métropolitain, ou quand on ne participe pas, ou quand on ne vient pas aux commissions de Nantes Métropole, parce qu'il y a sans doute pas mal de choses qui sont faites par la métropole dont vous n'avez pas forcément connaissance, ou quand elles sont connues, pas forcément conscience des enjeux qu'il peut y avoir derrière. C'est plus facile effectivement quand on va partager l'expérience qu'on a en tant qu'élu métropolitain dans les autres communes et qu'on échange avec les collègues des autres communes. Le pacte métropolitain, c'est un pacte qui est renouvelé après chaque élection et qui prend naissance en fait dans l'origine de la communauté urbaine de Nantes en 2001, avec un certain nombre d'éléments intangibles ou qui restent des valeurs sûres, notamment le fait que la métropole, la communauté urbaine à l'époque, n'impose pas de décision à une commune sans que la commune ait donné son accord. À ma connaissance, il n'y a pas de contre-exemple sur ce sujet-là. C'est aussi tout un ensemble, autour du pacte métropolitain, il y a un pacte financier, et le vice-président Pascal Bollot répète régulièrement, puisqu'il est vice-président en finances, que Nantes Métropole est une des métropoles de France qui reverse le plus aux communes qui composent, aux 24 communes qui la composent. Le schéma de coopération et de mutualisation s'étoffe progressivement, donc ce schéma est parti sur un certain nombre d'éléments importants. Peut-être d'abord entre Nantes et Nantes Métropole, mais pas que, puisque on a mutualisé par exemple un certain nombre de services en matière de services d'information géographique, le SIG, en matière d'instruction du droit des sols pour certaines communes. Et donc en fait ici c'est assez simple, c'est la métropole peut avoir la capacité à recruter des agents pour travailler pour le compte d'un certain nombre de communes, lorsque les communes elles-mêmes n'ont pas forcément la capacité financière ou d'attractivité tout simplement pour le faire. Et du coup, ça permet d'avoir des ressources spécialisées, des ressources humaines spécialisées qui font avancer les dossiers et qui sont bien utiles pour l'ensemble des communes. On pourrait parler aussi du centre superviseur urbain ou d'autres fonctions qui sont mutualisées. Il y a des coopérations métropolitaines. Alors quand on dit coopération métropolitaine, c'est entre Nantes Métropole et d'autres intercommunalités. Par exemple, la coopération avec Nantes-Saint-Nazaire dans le pôle Nantes-Saint-Nazaire, qui est donc avec la Carène en réalité, mais pas simplement, puisqu'il y a aussi les autres intercommunalités du nord de la Loire qui participent. Et puis, il y a assez peu de temps, on a signé alors, j'ai plus le terme exact, mais en gros, une sorte d'accord de partenariat avec le PETR du Pays de Retz pour essayer de travailler sur un certain nombre de sujets qui nous préoccupent en commun, puisque, par exemple, en matière de déplacement, les gens qui viennent du Pays de Retz et qui viennent travailler sur l'agglomération nantaise, ils passent une bonne partie de leur temps sur l'agglomération nantaise, ils doivent y aller, ils doivent en repartir. Donc ça intéresse tout le monde de savoir comment on peut faire pour faire en sorte qu'ils puissent y accéder plus facilement. Et si possible, sans venir embouteiller l'ensemble des routes qui mènent à l'agglo. Dans la montée en puissance du fait métropolitain, l'innovation, donc Christelle vient d'en parler avec le prix européen de l'innovation, le numérique en mouvement, on n'a pas forcément bien conscience de l'ensemble des emplois dans le secteur du numérique par exemple. C'est je crois à peu près 25 000 emplois dans le secteur du numérique, c'est extrêmement conséquent. Alors ça va des sociétés de services informatiques jusqu'aux start-up, sociétés de services informatiques, il y en a qui font 800 ou 1000 salariés, et puis il y a des start-up où il y a une ou deux ou trois personnes qui travaillent, et tout ça c'est l'écosystème du numérique. On a des partenariats institutionnels également, avec tout un ensemble de relations. Alors, moi je mettrais ici les partenariats évidemment avec la région, avec le département, avec l'État, puisqu'on signe assez régulièrement un ensemble par exemple, contrats de territoire. Aujourd'hui, on a un contrat de territoire avec la région. Aujourd'hui, on a inauguré le e-Busway. Le e-Busway a été financé par l'Europe,
a été financé par l'État, a été financé par la région et a été financé par le département. Évidemment pas forcément avec la même hauteur, mais ces partenariats institutionnels et faire entendre la voix de la métropole au niveau européen, par exemple, dans les réseaux européens. Vous savez peut-être que Johanna Rolland a été pendant quelques années présidente du réseau Eurocities. C'est ce qui permet aussi d'accéder à des financements européens parce qu'on est repéré, parce qu'on vient vous dire voilà, si vous partez là-dessus, on vous suivra. C'est ce qui permet aussi de faire rayonner la métropole à travers l'Europe et à travers le monde plus généralement. Et du coup, ces partenariats institutionnels sont au service du développement du territoire et au service des habitants qui habitent. On a le dialogue citoyen qui s'affirme, et je crois dans ce mandat qui s'affirme beaucoup plus que dans les mandats précédents, avec notamment les grands débats, mais pas que les grands débats. Il y a aussi tout un ensemble de petits projets ou de projets sur lesquels on a sollicité les habitants. Moi, je vais vous donner un exemple que j'ai suivi pour rédiger le cahier des charges pour l'appel d'offres pour les nouveaux tramways. Les tramways qui vont être plus longs, qui vont faire 48 mètres à peu près, au lieu de 40 aujourd'hui, de 38 ou 40. On aurait pu laisser travailler les techniciens de la métropole et de la Sémitane. Et on a choisi d'abord de travailler avec des usagers en leur disant voilà, c'est quoi vos attentes pour ces nouveaux tramways? Qu'est-ce que vous voulez trouver dedans? Qu'est-ce qui vous semble important? Est-ce qu'on doit pouvoir y accueillir des vélos? Est-ce qu'on doit pouvoir y recharger ses téléphones portables avec des prises? Comment doit être l'information voyageur? Voilà, donc tout ça a été travaillé avec un groupe d'une trentaine de personnes, avec des gens d'associations, puis des gens qui ont répondu à l'appel à candidature et qui se sont associés à cette réflexion pendant plusieurs mois, en compagnie d'une designeuse, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin d'une personne qui est un peu spécialisée dans le design qui est très spécialisée même dans le design des tramways, par exemple. Elle a fait ceux de Tours et d'un certain nombre. Donc ça nous a permis d'enrichir notre cahier des charges avec cette participation citoyenne. Et vous voyez qu'ici, c'est une participation sur qu'est-ce qu'on aura comme outil demain. La transition écologique au cœur du projet métropolitain, mais j'y reviendrai. Donc, Nantes Métropole est tournée vers l'extérieur, mais je pense que la ville de Nantes est tournée vers l'extérieur depuis aussi de très nombreuses années et un certain nombre de communes également, à travers un certain nombre d'actions fortes, donc des relations internationales avec le Québec depuis quelques années, notamment dans le domaine de la création artistique, un partenariat universitaire également, une métropole au cœur des réseaux européens, j'en ai parlé un petit peu, et vous voyez qu'ici on a plusieurs réseaux d'appartenance. Un parcours de citoyenneté européenne et internationale avec la possibilité, on soutient par exemple la Maison de l'Europe et un certain nombre d'autres structures qui ont pour vocation de promouvoir l'idéal européen et de promouvoir aussi par exemple la solidarité internationale. Donc la coopération internationale, on a des partenariats en Afrique, en Haïti notamment, et puis la métropole vient aussi en appui des communes qui ont souvent aussi des jumelages avec un certain nombre, des partenariats avec un certain nombre de territoires. On appuie, par exemple, on lève des fonds avec ce qu'on appelle la loi Oudin, qui permet d'aller chercher jusqu'à 1% de la facture d'eau payée par les habitants pour pouvoir reverser aux communes qui elles-mêmes reversent et accompagnent leurs communes jumelles, notamment en Afrique. Il y a plusieurs opérations, au Sénégal, en Guinée ou dans d'autres pays. Et ça, c'est vrai que c'est un moyen important qui se traduit aussi par comment la métropole peut accompagner des communes qui elles-mêmes sont en accompagnement d'associations et de populations. On parle beaucoup du tourisme, on en a parlé ce matin à l'inauguration du e-busway, puisque les 22 e-busway vont être revêtus d'une livrée, comme on dit, alors c'est le terme, qui va être fabriqué en partie, c'est sur le haut des e-busway. Vous aurez l'occasion de le voir, puisque à partir de demain, il y en a qui commencent à circuler, il y en a 4 qui commencent à circuler, les 4 premiers équipés. Qui ont en fait été choisis en partenariat évidemment avec la Sémitane et par le Voyage à Nantes. Donc ça permet aussi de donner, quand le Voyage à Nantes travaille sur l'espace public, mais l'espace public c'est aussi le mouvement et c'est aussi les véhicules qui permettent de passer d'un endroit à l'autre de la métropole. Donc on a le Voyage à Nantes qui, j'allais dire, innove assez régulièrement, lui aussi, en matière de propositions, et qui permet de faire venir tout simplement des touristes à Nantes.
Je vous invite tous à vous reporter, je sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, selon votre âge. On n'entendait pas parler autant l'anglais, l'espagnol, l'allemand dans les rues de Nantes l'été. C'est assez indéniable. On a aujourd'hui des touristes qui viennent et qui passent quelques jours. Alors souvent c'est couplé avec un séjour sur la côte. On va pas forcément. Nantes ne suffit pas à être suffisamment attractif pendant 15 jours, mais en tout cas voilà, on sait qu'il y a un nombre de nuitées qui augmente régulièrement. Je vous passe les pourcentages, mais je les ai et ils figurent dans la version longue. On a globalement quand même en matière depuis 2010 un pourcentage, c'est quasiment un tiers de progression dans les nuitées et hébergements marchands depuis 2014. Donc vous voyez, un tiers de progression. Derrière, c'est des hôteliers qui travaillent, c'est des gens qui travaillent dans les hôtels, c'est des restaurants, c'est des lieux de destination touristique qui eux-mêmes créent de l'emploi. On s'appuie aussi sur le sport. Alors attention, le sport, mais sous l'angle sport de haut niveau professionnel. Souvent, il y a un peu d'incompréhension. Parfois, il y a des collègues maires qui me disent « Mais pourquoi mon club n'est pas soutenu ?» Désolé, mais la Nationale 2, c'est pas professionnel et c'est pas le haut niveau, le plus haut niveau. Donc on a mis une sorte, parce qu'il faut bien en mettre une sorte de cliquet. La marche, c'est être au plus haut niveau. Alors, National 1A, National 1B, selon ou première ou deuxième division, mais avec des équipes professionnelles qui vont loin, qui participent à des compétitions internationales et qui participent ainsi au rayonnement de la métropole. Et puis, le tourisme d'affaires se développe. Alors, le tourisme d'affaires, vous le connaissez, c'est notamment tous les congrès, les colloques qui sont organisés à la Beaujoire, qui sont les salons, qui sont organisés à la Cité des Congrès, qui sont aussi parfois organisés dans les communes de la métropole. Alors, souvent avec un peu moins de monde que à la Cité des Congrès ou à la Beaujoire, mais on n'accompagne pas que des choses qui se passent à la Beaujoire ou à la Cité des Congrès, mais également au Parc des Expositions ou aussi à la Cité des Congrès de Nantes, mais aussi dans d'autres communes, et c'est bon de le savoir. On a aussi travaillé pour impulser une politique culturelle novatrice. Alors je pense que vous savez que dans les mutualisations d'équipements figure le musée d'art qui a réouvert, le chronographe qui est à Rezé, le muséum d'histoire naturelle, le projet transfert qui est aussi sur Rezé, l'opéra. Bref, ce sont des équipements qui clairement ont une vocation d'agglo. Et aujourd'hui, par exemple, quand les enfants des communes, des 24 communes de la métropole vont au musée d'art, ils sont accueillis gratuitement. Avant, c'était pas forcément le cas. Voilà. Donc, ça peut être très concrètement comment on peut mutualiser un outil au service de tous. Le sport de haut niveau, j'en ai parlé. Nantes Métropole au cœur de la recherche. Alors, le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche est le budget qui a le plus augmenté sur ce mandat. Il est passé de 55 millions à peu près à un peu plus de 110 millions au global sur la durée du mandat. Et il se trouve que je m'en occupe également à côté des transports. Ça passe par un certain nombre d'investissements. Donc c'est du budget d'investissement pour l'essentiel. Alors, on a mis en place au début du mandat une convention qui s'appelle Campus Nantes, qui en fait repose sur les 5 sites identifiés. Et chaque site, donc la Chantrerie par exemple, on a un site sur l'île de Nantes, on a le site des facultés traditionnelles. Chacun de ces sites a sa propre convention de site et on anime ces sites par, j'ai oublié l'IRT Jules Verne, enfin le domaine aéroport, le domaine technologique du Jules Verne. Chacun de ces sites a sa propre convention et son propre dynamisme, c'est-à-dire qu'on essaie d'animer en fait chacun à l'intérieur de cette grande convention Campus Nantes. Donc ça veut dire concrètement par exemple 2 réunions de sites, comme on dit, 2 fois par an, enfin 2 fois dans l'année, avec l'ensemble des acteurs concernés. On participe à tout un ensemble de dispositifs, alors souvent pas tout seul, avec la région notamment, puisqu'en matière d'enseignement supérieur et recherche, la région est un peu chef de file et que nous on accompagne et on ne peut pas faire quelque chose si la région n'y est pas, par exemple. Donc c'est une limite institutionnelle, mais ça fonctionne comme ça. Donc sur les RFI, la recherche, formation, innovation, sur l'accueil de chercheurs internationaux avec le dispositif régional Connect Talent, et puis on participe et on est partenaire de nombreux événements internationaux, des colloques scientifiques. Ce soir, il y avait par exemple aussi une manifestation comme les 100 ans de l'école centrale de Nantes,
que vous avez peut-être connu sous le nom de NSM si vous avez à peu près mon âge, et qui a été centralisé il y a quelques années. Mais c'est la même école. Voilà. Donc tous ces éléments font qu'on mise sur l'enseignement supérieur et la recherche bien davantage peut-être par rapport au mandat avec AS précédent. Pourquoi ? Parce que une recherche de qualité aboutit sur de l'innovation, que l'innovation dans les entreprises, ça se traduit par du dynamisme économique, ça se traduit par des emplois créés, et les emplois ne sont pas tous que des emplois de chercheurs, d'ingénieurs, de doctorants, il y a aussi des techniciens, il y a aussi des ouvriers qui travaillent dans ces usines, et ça nous permet en fait d'avoir la possibilité d'offrir des emplois assez diversifiés et d'emmener tout le territoire. Et je pense qu'au-delà même du territoire de la métropole, les territoires aux alentours peuvent en bénéficier. On a, en termes d'innovation, j'en ai un petit peu parlé, j'ai parlé tout à l'heure du numérique, donc je propose de ne pas forcément m'y appesantir. En fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est l'économie qui est le moteur du développement. L'activité économique, c'est le moteur du développement. Certains essaient de nous faire croire que on peut mettre peut-être un petit coup de frein sur l'attractivité, sur l'activité économique, que c'est pas si grave que ça, qu'il y aura moins de gens qui viendront travailler sur l'agglo, que du coup on sera moins nombreux, il y aura moins de bouchons, on respirera mieux puisqu'on sera moins nombreux à respirer l'air. Moi j'en suis pas tout à fait sûr, pour une raison très simple, c'est que si on réduit nos ambitions en matière d'attractivité et de développement économique, il faut se rappeler que c'est aussi moins de ressources fiscales qui tomberont dans les caisses des villes et de la métropole. Et donc moins d'argent pour mener des politiques en matière de transition énergétique, en matière de transport, en matière de lien social, bref, toutes les grandes politiques et métropolitaines et forcément communales, parce que si la métropole a moins d'argent, je pense que les communes risquent d'en recevoir aussi un petit peu moins. Et donc c'est le développement économique, c'est un développement qui doit être pensé différemment, qui doit être tourné vers vers des priorités qui sont celles du monde de demain, mais pour autant, ralentir l'effort en matière de développement économique, ce n'est pas assurer la prospérité du territoire et de ses habitants. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction et je pense qu'elle est partagée par de nombreuses personnes. Donc ici, un certain nombre de lieux qui symbolisent en fait ce dynamisme économique, l'île de Nantes, donc l'île de Nantes avec le quartier hospitalo-universitaire et puis le quartier de la création, plus tout un ensemble d'équipements qui existent et qui parsèment l'ensemble de l'île de Nantes. La centralité métropolitaine, et quand on parle de centralité métropolitaine, ne croyez pas qu'on s'arrête à la place du commerce, ça va de la gare à la Loire, et je pense qu'on peut dire aussi quasiment de l'hypercentre jusqu'à Rezé, le quartier de Rezé-les-Îles. Voilà, la centralité métropolitaine de demain, et peut-être déjà d'aujourd'hui, c'est ça, c'est beaucoup plus grand que l'hypercentre de Nantes. Donc la Petite Hollande, bord de Loire, et puis un certain nombre d'autres quartiers qui ailleurs, enfin d'autres quartiers ou d'autres territoires. Les zones d'activité, par exemple, quels que soient les territoires, sont extrêmement dynamiques chez nous. Pourquoi ? Parce que dans les zones d'activité viennent s'installer des entreprises qui n'ont pas forcément ni les moyens ni la volonté de s'installer en centre-ville, ni les moyens parce que le foncier y est beaucoup plus important, ni la volonté parce que quand on a par exemple des véhicules de livraison importants ou lorsqu'on a besoin de camions, c'est compliqué d'aller plutôt dans le centre, quoi. Donc on s'écarte et je dirais que c'est assez logique de le faire dans cet ordre-là. Des projets de politique de la ville, on a 5 quartiers politiques de la ville dans le cadre de la nouvelle géographie de la politique de la ville et dans le cadre d'une convention avec l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Et puis des grands projets d'équipements structurants. Donc la nouvelle gare de Nantes dont vous avez une photo sur la diapo, le Palais des Sports de Beaulieu qui a réouvert l'année dernière, le Mine que nous avons inauguré en ce début d'année, des parkings relais, notamment Porte de Vertou et Neustrie, donc les deux en Sud-Loire, l'un triplant sa capacité, l'autre la multipliant par 2, x3 à Neustrie et x2 à Vertou. Donc voilà pour le premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est la métropole, du bien vivre ensemble et de la solidarité. Et ça passe
par l'emploi. Pourquoi ? Parce que le premier des défis, c'est que le maximum de personnes puissent avoir un emploi pour pouvoir tout simplement trouver leur place dans la société. Donc voilà, le dynamisme économique permet à certains d'en trouver spontanément. Et puis vous avez des gens qui sont plus éloignés de l'emploi pour tout un ensemble de raisons. Et là, on a une politique importante en matière de soutien de l'insertion notamment. Alors à la fois pour les jeunes, mais pas que pour les jeunes. C'est pour l'ensemble des personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi. Vous avez ici tout un catalogue des outils métropolitains en matière d'insertion et de développement de l'emploi. Ne pas oublier en particulier l'économie sociale et solidaire qui a un rôle particulier. Là encore, on est sur je crois une trentaine de milliers d'emplois sur l'ensemble de la métropole, dans les associations, dans les coopératives, dans les mutuelles, puisque c'est les 3 secteurs qui composent l'ESS. Et puis, on a un pôle de coopération, d'innovation sociale, qui s'incarne notamment par les écosolies. Peut-être vous connaissez le lieu, où on voit bien quand on y va que ça bouillonne et qu'effectivement, il s'y passe des choses qui ne se passeraient pas si chacun était resté dans son coin. Donc le fait de créer un pôle qui permet aux gens, aux acteurs de se fédérer et de travailler en commun, c'est un gros avantage pour tous. On a aussi un défi important qui est celui de produire des logements pour tout le monde. Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que quand on dit que sur notre métropole, le PLH a un objectif de 6 000 logements par an, dont un tiers de logements sociaux, on voit les professionnels de la profession, comme disait l'autre, c'est-à-dire les promoteurs notamment, qui nous disent « mais c'est pas 6 000 qu'il faudrait pour pouvoir loger tout le monde, c'est 7 500 en réalité ». Et 7 500, ça veut dire que d'emblée, on est à 20%. Notre objectif est à 20% en deçà de ce que nous disent les professionnels. Alors, on est bien d'accord, ce sont des professionnels. Ils sont aussi intéressés au développement, voilà. Mais je pense qu'assez raisonnablement, les 6 000 sont importants. Et contrairement à une idée reçue, les 6 000 logements par an, c'est pas fait pour accueillir uniquement des gens qui viennent de Paris ou d'ailleurs pour venir travailler sur la métropole. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais à Saint-Herblain, quand je regarde qui vient, je m'aperçois que les nouveaux logements, c'est souvent des gens qui habitaient déjà à Saint-Herblain, ou à proximité, ou qui habitaient en zone périurbaine et qui, quand ils n'ont plus d'enfants, se disent que c'est peut-être pas plus mal de revenir un peu vers la centralité parce qu'il y a plus de services et que peut-être plus animé aussi, je sais pas, en termes de vie nocturne, enfin le truc qu'on peut faire quand on n'a plus d'enfants petits, voilà, à condition de ne pas être élu parce qu'on a moins de temps. Voilà, donc c'est important de le savoir parce qu'on loge d'abord nos populations en fait. Alors évidemment, vous allez me dire, ça libère des logements, et effectivement, quand on voit nos Parisiens qui arrivent parfois avec des budgets un peu conséquents et qui achètent un peu plus cher que ce que peuvent payer les gens d'ici, souvent c'est pas du neuf, hein. C'est des logements déjà avec 1, 2, 3, 4 ou plus de propriétaires, et ils font des travaux dedans, ils les mettent à leur goût, etc. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une fluidité, et cette fluidité, elle est permise par le fait qu'on s'est donné des objectifs quand même, alors relativement ambitieux, je pense, en matière de logement. On a quand même une offre locative sociale qui se développe, et pour autant, on est en tension importante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de logements pour répondre à l'ensemble des demandes. On doit avoir je crois un peu plus de 20 000, pas très loin de 30 000 maintenant, je crois, demandes de logements non satisfaites sur l'agglomération. Quelques initiales, alors quelques réponses aussi adaptées et spécifiques. Les jeunes actifs. Les jeunes actifs en formation, les jeunes actifs qui démarrent dans la vie, qui n'ont pas toujours derrière eux des parents qui peuvent leur payer une caution pour avoir un logement, et pour qui il faut créer des résidences jeunes travailleurs, jeunes actifs, elles portent des noms différents, des personnes en situation de handicap qui ont des besoins spécifiques en termes de logement, des personnes âgées qui deviennent plus dépendantes, des personnes défavorisées qui n'ont pas beaucoup de moyens ou très peu de moyens, et donc il faut qu'on réponde à l'ensemble de ces besoins, sans oublier que nous avons aussi sur l'agglomération nantaise une population assez significative en matière de migrants européens
venant de l'Est, notamment, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de gens du voyage. Voilà, sur notre agglo, c'est un peu historique. Et donc, il faut aussi qu'on permette, par exemple, la création de terrains de sédentarisation pour ceux qui le souhaitent, et puis des possibilités de villages d'insertion pour un moment passer dans le droit commun quand on est en mesure de le faire. Travailler sur le parc privé existant, notamment toutes les copros qui ont été construites dans les années 50, 60, 70 et qui, pour certaines d'entre elles, par exemple, n'ont pas d'ascenseur parce que c'était pas obligatoire en dessous d'un certain nombre d'étages, sont pas toujours bien isolées. Enfin voilà, il y a un vrai travail d'amélioration qualitative à faire sur le logement existant et le plus ancien. Donc ici, on retrouve l'accueil des gens du voyage. Alors, le premier des accueils, c'est d'être conforme au schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Et en particulier, d'avoir, dans toutes les communes de la métropole, une aire d'accueil, enfin une ou plusieurs d'ailleurs, parce que Saint-Herblain, on en a 2, bientôt 3. Et puis être en mesure d'accueillir les grands passages estivaux, les grands rassemblements qui sont, on le sait tous, un peu perturbants dans nos communes. Donc agir en faveur des situations en personnes de handicap, notamment en matière d'accessibilité, c'est un enjeu extrêmement important. Et quand on parle d'accessibilité, c'est pas simplement l'espace public, mais c'est aussi les bâtiments publics, c'est aussi les transports en commun. C'est l'ensemble qui doit être travaillé, parce qu'autrement, si vous avez des bâtiments publics accessibles mais que personne ne peut y accéder, que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas y accéder, ça ne sert pas à grand-chose. Une action pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et puis j'ai parlé déjà des migrants d'Europe de l'Est. L'aménagement d'une ville durable et accessible pour tous, donc un travail pour l'égalité des territoires, c'est-à-dire que dans notre métropole, on doit éviter autant que possible que les territoires se hiérarchisent, en disant voilà, il y a des endroits qui sont des communes où on peut s'installer quand on a plus d'argent, d'autres où c'est moins le cas, et donc on pourrait avoir, si on n'y prend pas garde, une sorte de segmentation comme ça du territoire avec une répartition de l'accueil des populations. On doit travailler évidemment sur le renouvellement urbain, mais ça je l'ai déjà indiqué, et puis quand on parle d'aménager une ville durable et accessible pour tous, c'est notamment le gros travail qui a été fait sur ce mandat pour la co-construction du plan local d'urbanisme métropolitain qui a dû vous occuper un certain nombre de soirées, j'imagine, et qu'on a voté au mois d'avril, si je ne me trompe pas. On a un outil qui est celui des zones d'aménagement concertées, qui est un outil spécifique et relativement pertinent pour répondre à des objectifs en matière d'accueil de logements, par exemple, sur les typologies, sur la répartition de logements, alors que c'est moins facile quand on est sur des logements, enfin des constructions diffus, sur lesquelles on sait bien qu'on a moins de capacité d'action, tout simplement parce qu'on n'est pas forcément à l'origine des projets. Quand on est à l'origine des projets dans une ZAC, c'est plus facile d'agir que quand on est simplement régulateur du projet, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Une métropole également engagée pour la transition écologique et énergétique. Donc, nous avons adopté un plan climat air énergie territorial, et puis qui découlait du grand débat sur la transition énergétique avec les fameuses 33 engagements que nous avons pris. Donc ici, ça passe par un certain nombre de choix. Par exemple, vous avez sans doute remarqué qu'il y a beaucoup de travaux plutôt sur le nord de l'agglomération, parce que c'est plus dense, en matière de réseau de chaleur. Donc quand vous voyez des grosses tranchées, par exemple, souvent c'est qu'on est en train de construire et d'aménager un réseau de chaleur. Donc évidemment, ça c'est plutôt ce qu'on fait quand on est en zone urbaine dense, tout simplement parce qu'on ne fait pas un investissement comme celui-là pour desservir, par exemple, des quartiers pavillonnaires. C'est pour desservir des immeubles et des équipements publics qui s'y rapportent. On a également une capacité à produire des énergies renouvelables. Alors, je pense que vous avez tous entendu parler de la centrale photovoltaïque qui est
sur le toit du mine, mais il n'y a pas que celle-ci. On a optimisé l'utilisation des parkings du Zénith, enfin 2 des 3 parkings du Zénith en mettant des ombrières photovoltaïques dessus. Et puis la métropole accompagne aussi les communes qui se lancent elles-mêmes dans, par exemple, la location de toiture ou dans la location de terrain dont on ne peut pas faire grand-chose d'autre. À Saint-Herblain, on a un ancien centre d'enfouissement technique, une ancienne décharge par exemple, dont le seul usage pouvait être que ça. Voilà, donc c'est des choses auxquelles on doit évidemment penser. Des collectivités, villes et métropoles qui doivent être aussi exemplaires, chacun avec sa taille, avec ses moyens, mais chacun doit effectivement essayer d'avancer dans le sens de cette transition énergétique. Et puis un travail sur l'optimisation énergétique de l'éclairage public qui peut se traduire parfois par l'extinction en cœur de nuit, entre 1h et 5h du matin. Évidemment, là aussi, on n'est pas tous à égalité parce que toutes les communes n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et par exemple, quand vous dites dans une zone d'activité que vous proposez d'éteindre l'éclairage public entre 1h et 5h du matin, en général, c'est pas forcément bien reçu par ceux qui se disent on va se faire piller. Voilà. Donc il faut être sélectif, il faut faire attention. Parfois c'est simplement atténuer l'éclairage public sur des grands boulevards où il passe pas grand monde à pied et où tout le monde passe en voiture ou quasiment en voiture. Et dans ce cas-là, chacun est éclairé, c'est pas la peine d'éclairer comme en plein jour, quoi. Voilà. Des fois c'est une question de bon sens. En matière de déplacement urbain, alors nous avons élaboré et voté un plan de déplacement urbain en décembre 2018 avec un certain nombre d'ambitions assez fortes et j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler, avec le développement de nouvelles lignes de tramway, avec une sorte de doctrine qui est de dire on doit permettre soit aux habitants qui sont sur la première ou la deuxième couronne, voire pour les gens qui viennent de l'extérieur, de pouvoir garer leur voiture à l'entrée de la métropole, en clair, au moment où ils arrivent sur le périphérique, à condition, là, de mettre en place des transports en commun en site propre, par exemple, ou des transports en commun performants qui permettent du coup de ne pas rentrer à l'intérieur du cœur de métropole. Dans ce PDU, par exemple, le prolongement de la ligne 4 jusqu'au bourg de Vertou fait partie de ces objectifs, tout comme la création d'une ligne de tramway, de 2 lignes de tramway qui traverseront l'île de Nantes, du nord au sud, l'une venant de l'est, l'autre venant de l'ouest, et avec la possibilité peut-être au sud de partir de Rezé, d'aller vers Bouguenais par exemple, puisque on sait qu'on a beaucoup de gens qui viennent du Pays de Ré, et à un moment, si on peut éviter qu'ils s'engouffrent tous sur la route de Pornic, eh bien c'est bien pour eux, et puis c'est bien pour les habitants juste à côté. On travaille sur... on a une nouvelle délégation de services publics depuis le début de cette année, là aussi on l'a voté en 2018, et en 2018 on doit se rappeler qu'on a augmenté l'offre de transport de 800 000 km, ça doit faire 3,2 ou 3,3% d'augmentation en une fois. L'année dernière, pour cette année, on l'a augmenté aussi, alors on doit être sur 1,5%, si ma mémoire est bonne. Et on a également, à l'occasion de la DSP, revisité la façon dont le service était réalisé. Par exemple, normalement sur la ligne C4, aujourd'hui, ce ne sont plus des bus d'affrétés, comme on dit, c'est-à-dire de transporteurs qui sont payés par la Sémitane, mais elle a été reprise en gestion directe, en service direct par la Sémitane, tout simplement parce que le nombre de passagers justifiait qu'on ait le plus possible de bus articulés et que seule la Sémitane dispose de suffisamment de bus articulés. On travaille bien entendu sur les déplacements, ce qu'on dit les modes doux, en fait c'est les modes actifs, parce qu'on vous propose de marcher, de faire du vélo et de patiner ou d'essayer en tout cas de vous dépenser un petit peu. Donc ici évidemment on travaille sur ce plan, non seulement dans le cadre du travail qu'on peut faire avec les entreprises, mais aussi avec ce qu'on appelle l'écomobilité scolaire, et la Sémitane a toujours un rôle particulier, notamment pour sensibiliser les plus jeunes générations. Une des plaies de la civilisation moderne, c'est la circulation automobile. Donc là, la circulation automobile, comment on peut lutter contre ? On peut lutter contre de plusieurs façons.
soit en prenant des transports en commun, en convainquant les gens de prendre des transports en commun, soit en prenant un vélo assistance électrique par exemple, et puis en faisant du covoiturage. Sauf que la dernière forme, qui fonctionne très bien d'ailleurs spontanément pour faire des liaisons entre les villes, avec Blablacar par exemple, fonctionne beaucoup moins bien quand on est sur un territoire urbain ou périurbain. Et donc on travaille sur cet objectif d'intégrer, dans le cadre de la délégation de services publics, un covoiturage intéressé. Donc ça veut dire un covoiturage intéressé, c'est le système Blablacar. Vous transportez des gens, vous êtes payé. Mais là, vous êtes indemnisé. C'est pas indemnisé par Blablacar, c'est indemnisé par la Sémitane. Et le principe, c'est assez simple. Vous prenez votre titre de transport, un smartphone, vous le flashez, et du coup, c'est enregistré comme un transport, comme un trajet qui a été assuré par un covoitureur. Et donc, c'est compté pendant tout le mois, et à la fin du mois, la Sémitane vous envoie un virement. Ce qui est plutôt quelque chose de positif. Donc on est en train d'y travailler, fin d'année, début d'année prochaine, le temps que l'ensemble des dispositifs soit efficace et en fonctionnalité. On travaille aussi beaucoup sur les parcs relais, puisqu'on sait que le parc relais, c'est quasiment la seule façon de pouvoir limiter aussi le fait que les voitures viennent jusqu'à la métropole, rentrent éventuellement juste au périph' et après peuvent être arrêtées, si j'ose dire, entre guillemets, au niveau du périphérique, et on évite d'avoir des circulations trop importantes et dans le cœur d'agglomération et aussi dans les communes qui sont juste à l'extérieur de l'agglomération. Un travail sur le tri, la collecte et la valorisation des déchets. Je pense que ça fait longtemps qu'on a cette tradition au niveau métropolitain, mais on va beaucoup plus loin. On a en tout cas des engagements beaucoup plus forts, notamment dans le cadre des engagements qu'on a pris suite au grand débat sur la transition énergétique, avec le développement du compostage, avec la valorisation, et pas simplement le tri, mais la valorisation et le réemploi des déchets. La différence, c'est quand on recycle, il faut une opération industrielle. Quand on réemploie, on n'a pas forcément d'opération industrielle, ça peut se faire plus manuellement, ou des fois même juste c'est revendu tout simplement, et on n'a pas besoin d'une nouvelle transformation. Dans la gestion du cycle de l'eau, dont Christian est un expert, je le laisserai en parler éventuellement. On a quand même quelque chose qui ne se voit absolument pas et qui, je crois, nous coûte 80 millions, si je ne me plante pas sur l'ensemble du programme. C'est la modernisation de l'usine de l'eau à La Roche, l'usine de La Roche. Et donc 80 millions, ça veut dire que demain, vous continuerez à avoir de l'eau de qualité. Voilà. On n'a rien fait de plus, hein. Mais pour que vous puissiez continuer à avoir de l'eau de qualité pendant des décennies, eh bien, il faut dépenser. Il faut que la métropole dépense 80 millions, je crois, entre le début du mandat et la fin du mandat. On a aussi des canalisations avec à la fois des fuites, mais aussi des canalisations qui sont parfois victimes de leur vétusté. Une canalisation de mémoire, c'est fait pour durer 30-40 ans. Et on en a qui sont beaucoup plus âgés. Donc on a effectivement une porosité, des fuites et puis des systèmes d'approvisionnement qui ne fonctionnent plus. Très important, sur les eaux pluviales, aujourd'hui, on essaie de plus en plus, et c'est dans le cadre du Plume, une gestion à la parcelle, c'est-à-dire qu'on lutte contre l'imperméabilisation très forte des sols, et on oblige en fait sur l'ensemble des dispositifs de construction à garder de la pleine terre, à avoir de la toiture végétalisée, tout dispositif qui en fait évite le ruissellement. Ça nous permet, et ça fait un petit lien avec la préservation de l'environnement. Donc ici, on sait qu'il faut à la fois développer l'agriculture. On va voter au prochain Conseil un projet alimentaire territorial qui repose notamment sur à la fois le maintien, mais même le développement d'une agriculture sur le territoire de Nantes Métropole. On a les forêts urbaines qui existent au nord et au sud de la métropole que nous devons pas simplement préserver, mais aussi étendre. Et puis tout un travail, évidemment, pour limiter les risques de pollution. La synthèse financière, pardon.
Alors, non, parce que j'ai une petite feuille qui s'est glissée, qui n'a rien à voir. Bon, c'est pas grave. Si, c'est ça, c'était l'intro. Alors, la synthèse financière commence par un petit schéma qui est absolument illisible. Alors, on va se dire les choses tranquillement. En gros, vous avez... je vais prendre mes lunettes parce que j'y arriverai pas à le lire autrement. Au milieu, vous avez les électeurs de la commune. Juste en dessous, dans le carré, vous avez toutes les instances de concertation. Donc, vous voyez qu'au cœur du dispositif, vous avez les habitants, citoyens, mais aussi acteurs de concertation. Vous avez sur la gauche le conseil municipal, le bureau municipal et les services municipaux de chacune des communes. Et puis, sur la droite, le conseil métropolitain, le bureau métropolitain, les services de la métropole, dont les 7 pôles de proximité. Et si vous avez des flèches entre tout ça, ça veut dire que aussi bien les élus du conseil municipal, des conseils municipaux et du conseil métropolitain sont liés, puisqu'il y a une représentation de toutes les communes. Et tout en bas, vous voyez, les services municipaux et les services métropolitains sont reliés par une flèche. Ça veut dire aussi tout simplement qu'ils travaillent ensemble régulièrement. Donc en fait, il n'y a pas des entités différentes qui ne se parlent pas. Les élus sont les mêmes. Les services qui travaillent pour la métropole ou pour les communes travaillent sur le même territoire, avec des compétences différentes. Mais il y a l'obligation de travailler ensemble parce que de toute façon, vous ne pouvez pas refaire une voirie, par exemple, si juste à côté, vous laissez les chemins qui permettent d'arriver à la voirie et qui, alors la voirie, les trottoirs sont métropolitains, les chemins d'accès peuvent être, par exemple, sur le domaine municipal. Si les chemins d'accès ne sont pas praticables, ne sont pas accessibles, ne sont pas éclairés, la nuit, enfin le soir, on voit bien que ça va être difficile de valoriser et d'optimiser les interventions. Donc nécessairement, il y a un travail en commun qui doit être fait. Ici, vous avez la synthèse financière de 2018 et vous voyez que les dépenses de la métropole, tout budget confondu, c'est 1,07 milliard. Voilà. 1071 millions d'euros. Voilà, donner l'ordre de grandeur. Alors, si vous avez un peu de peine à compter jusque-là, c'est normal. Au cours d'une vie, on n'a pas assez d'une vie pour dépenser tout cet argent. Et 588 millions d'euros pour le fonctionnement, parce qu'avec 688 euros, on n'irait pas très loin. Vous voyez que ces dépenses de fonctionnement sont assurées à la fois essentiellement par le budget principal, mais aussi par les budgets annexes. Ça nous permet de dégager une épargne brute d'à peu près 250 millions en 2018. De l'autre côté, vous avez les recettes. Et dans les recettes, c'est essentiellement le budget principal avec quelques recettes pour les budgets annexes. Par exemple, quand vous payez votre facture d'eau, ça rentre dans le budget annexe de l'eau. Ce qui est important, c'est de bien voir qu'on dégage 250 millions d'épargne brute, parce que vous allez voir après qu'en investissement, on investit en 2018 350 millions à peu près, et que sur ces 350 millions, on a, vous vous rappelez, 250 millions qui sont de l'épargne brute, c'est ce qu'on voit en haut à droite. Vous avez ensuite de l'épargne brute des budgets annexes qui peut exister aussi, et puis un certain nombre de recettes d'investissement autres qui peuvent être par exemple des subventions d'investissement. Et pour boucler tous ces projets d'investissement, il nous faut emprunter environ donc 93 millions d'euros. Avec ça, on réalise 350 millions d'euros d'investissement. Et ces investissements, quand on regarde, alors là c'est toutes dépenses, les dépenses totales. Je crois qu'il y a la même chose sur l'investissement après. Quand on prend l'ensemble des dépenses, on voit assez vite qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont plus coûteux. Le champion du monde, c'est le secteur des déplacements qui aspire 26 millions d'euros, 26% des dépenses métropolitaines. On trouve pas très loin derrière l'enseignement supérieur, le développement économique, l'emploi et l'insertion, 24%. Et puis, vous voyez l'environnement, l'énergie, 14%, l'eau, 14%, l'espace public, 9%. Et puis, ce qui relève davantage des politiques à vocation sociale, c'est 13%. Mais la métropole, c'est un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas là pour se substituer aux communes qui, elles, sont le plus près des habitants. Et donc, c'est assez logique que les politiques sociales soient assurées notamment par les CCAS communaux.
Quand on regarde l'investissement, on s'aperçoit que les déplacements gardent à peu près la même part, 23%. Par contre, l'enseignement supérieur, le développement économique, l'emploi et l'innovation monte à 31%. Donc c'est vous dire l'effort très important qui est fait pour pouvoir précisément continuer à assurer ce développement. Et puis on observe là un petit renversement, c'est-à-dire que l'espace public qui faisait 9% du total des dépenses, c'est 14% des investissements. Pourquoi ? Parce que l'espace public, c'est quand même beaucoup d'investissements en matière de voirie, en matière d'accompagnement de voirie. Et donc c'est assez logique qu'on retrouve un poids plus important dans l'investissement. Avec les grandes masses du budget principal, vous avez tout à peu près résumé. Oui, c'est résumé. Alors, il y a des taches de couleur. Voilà, je suis un peu désolé, mais c'est vrai que c'est pas terrible. Les ressources fiscales, c'est à peu près 311 millions, c'est ce qu'il y a tout en haut à gauche. Les dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, c'est à peine 50 millions. Les dotations diverses, 109 millions. Le versement transport qui est payé par les entreprises, 161 millions. Et puis d'autres produits également, autour de 67 millions. Et les dépenses, ce qui est important et que je voulais chercher, c'est les ressources humaines et les moyens généraux. Les ressources humaines et les moyens généraux, ça fait un peu plus de 140 millions d'euros. Je pense que si on interroge n'importe quel maire de n'importe quelle commune, la proportion des dépenses de la dépense en ressources humaines est beaucoup plus importante, tout simplement parce que les activités communales sont pour l'essentiel des activités de main-d'œuvre, alors qu'ici, on est sur des activités qui, pour beaucoup, reposent sur l'investissement ou sur l'activation d'autres partenaires, comme par exemple la Sémitane. Donc les indicateurs financiers 2018, une très bonne santé financière. Voilà, là je me fais le porte-parole du vice-président aux finances, avec un résultat excédentaire, vous le voyez tout en bas, au 31 décembre 2018 de 61,1 millions d'euros, dont 10,4 millions d'euros sur le budget principal. Et donc ça veut dire que globalement, si on prend, vous parlez de capacité de désendettement aussi. Ouais. La capacité de désendettement de la métropole aujourd'hui, c'est 3,5 années d'épargne brute. Et à la fin de l'année 2020, on sera à peu près à, et encore je suis même pas sûr qu'on soit à 3,5 en 2018, c'est même un peu moins. Et à la fin de l'année 2020, on sera monté à 4,5, alors même qu'on est en train d'acheter les e-busway, alors même qu'on est en train de racheter 50 bus supplémentaires articulés, alors même qu'on est en train on continue à investir de façon importante. Donc, une relativement bonne santé financière, voilà, par rapport à d'autres en tout cas. En tout cas, je sais qu'on fait mieux que le Valois-Perret. Vous avez là un petit graphique qui est un peu plus parlant, c'est le diagramme qui vous indique un diagramme. Alors, mes élèves disent que c'est un camembert, moi je leur dis non, c'est un diagramme circulaire. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et vous avez donc à la fois les recettes qui sont toutes dépenses confondues sur la gauche, les dépenses sur la droite. Et vous voyez que ce que je vous disais sur la masse salariale et sur les moyens généraux, c'est à peine le quart. À peine le quart. Et en matière de dépenses et en matière de dépenses efficaces, regardez, 17% pour le déplacement, l'enseignement supérieur et la recherche presque 16%, l'environnement, l'énergie 9,4%, l'eau et l'assainissement 12,50%, la conception et l'entretien des espaces publics 6%, le développement urbain durable des territoires et de l'habitat, c'est quasiment les 3/4. Les 3/4 des dépenses de la métropole, ce sont des dépenses qui sont faites pour faire fonctionner les grands services urbains et je pense que c'est très bien comme ça. Voilà, je crois que j'ai fini, j'ai été très long. Non, vraiment, tu peux boire un coup. Merci. Merci Bertrand. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation avant qu'on passe à Christian qui présentera le rapport du pôle? La synthèse. Oui. Vas-y, Patrick. Oui, c'est à propos des transports en commun. Est-ce qu'on peut envisager ou est-ce que ça a été étudié le fait que les transports en commun tendent vers la gratuité? Je peux répondre, c'est simple. Ah bon, bah alors vas-y. Vas-y. Tu veux toutes les questions?
marche, voilà. Ah, merci d'avoir posé la question, Patrick, mais tu m'as devancé parce que moi j'allais venir sur ce sujet-là. J'entends que c'est une synthèse hein, et que le document de référence il est quand même très, très complet et donc on a un temps imparti, mais moi je voudrais revenir quand même sur cette question des mobilités et des déplacements. Parce que je trouve que c'est une question particulièrement prégnante à l'échelle de l'agglomération. Et me semble-t-il, dans ce qui a été présenté, il a été dit que le budget consacré aux déplacements c'est 26% hein, des dépenses métropolitaines de fonctionnement, hein, si j'ai bien investissement et fonctionnement, 26%. Donc c'est quand même pas rien. Hein. Donc j'entends que c'est important, mais je souhaite dire aussi que le nombre de déplacements à l'échelle et pour les habitants des intercommunalités périurbaines qui sont sur le département et donc vers la métropole, c'est 210 000 déplacements chaque jour. 210 000 déplacements chaque jour, et ça s'amplifie bien évidemment. Je pense que pour moi, cette question doit être envisagée au niveau du bassin de vie, et pas seulement au niveau de Nantes Métropole en tant qu'autorité organisatrice, mais aussi, ça a été évoqué mais brièvement, on va peut-être y revenir, en impliquant la région et le département. C'est pas que de la seule responsabilité de Nantes Métropole, et notamment en termes de projet. Je pense notamment au choix en termes de franchissement de la Loire. À un moment donné, il y a eu des discussions donc, entre Nantes Métropole, le département, la région. Apparemment, ça a du mal à avancer. Je pense aussi au développement d'une étoile ferroviaire sur le modèle du RER parisien. Je sais que Bertrand a été sollicité par les membres du collectif Transport de Nantes récemment, la presse en a fait état en tous les cas. Bertrand s'est exprimé publiquement dans la presse pour expliquer qu'il trouvait le principe plutôt intéressant, et en précisant aussi que le train dans une métropole, c'était moyen de déplacement rapide, écologique, pour prendre les propos qu'il a tenus dans la presse, et puis tout en sachant qu'il y a une forte demande aussi des communes en deuxième et troisième couronne nantaise. Et j'ignore pas non plus, mais c'était plus ou moins évoqué, les efforts qui ont été faits pour développer la fréquentation des transports en commun avec des initiatives prises en termes de tarification solidaire. 60 000 personnes en bénéficient, me semble-t-il, de mémoire, soit 10% de la population et 30% des abonnés. Sauf que je considère que si on prend en compte notamment les perspectives et la prospective en termes d'évolution démographique, notamment d'ici 2030, de mémoire, il me semble qu'on est sur la base de 75 000 habitants, 42 000 et des poussières sur les 5 dernières années. Donc il y a une évolution, une arrivée de population quand même assez considérable. Et c'est là qu'il y a une question qui était posée par Patrick sur la question de l'accès libre au transport, c'est-à-dire notamment le principe de la gratuité. Alors moi j'ai déjà évoqué cette question-là, et c'est un sujet un peu tabou quand même, faut-il le dire, et je note quand même qu'on avance un tant soit peu dans ce sens-là, avec la proposition de Johanna Roland, notamment formulée au mois de juin, sur l'idée d'une gratuité des transports en commun le week-end, si elle était réélue, combinée avec une baisse de 20% du tarif pour les abonnés de la TAN. Et je pense que ça a été chiffré, cette affaire-là. Je me souviens plus de ce que ça implique et en termes de budget. Donc, je considère que ça va dans le bon sens. Je pense qu'il faudrait aussi encore aller un peu plus loin en termes de premiers pas, en y incluant les jours fériés et les jours de pic de pollution. On a parlé de transition énergétique et par rapport au problème de pollution. Donc, je pense que ça pourrait être aussi intégré en termes de perspective pour aller et tendre vers cette gratuité qu'on connaît dans certaines villes moyennes comme Niort ou Dunkerque. Je note que la maire de Paris, Anne Hidalgo, donc, a aussi engagé et porté le débat sur cette question-là pour la prochaine mandature. Je note que le Conseil de Paris a décidé le 13 juin dernier la gratuité pour 160 000 enfants scolarisés en primaire et maternelle âgés de 4 à 11 ans. Donc on voit bien que l'idée avance quand même. Bien sûr, je n'ignore pas par rapport à ce qui est déjà l'impact financier sur le budget pour le fonctionnement et l'investissement en termes de transport, le coût d'une telle décision qui engagerait bien évidemment des budgets
important. Je n'oublie pas que la répartition des recettes de la TAN, c'est 60% pour le financement public, 40% pour les usagers. 65 millions d'euros, me semble-t-il, payés par les usagers pour assurer le fonctionnement des transports en commun de l'agglomération nantaise. Pour autant, moi, je pense que la question se posera d'une manière inéluctable, d'une manière ou d'une autre. On tend à développer les modes multimodales de déplacement, mais par rapport à l'accroissement de la population. Et moi, je partage le point de vue en ce qui concerne l'attractivité de l'agglomération, notamment sur le plan économique. Mais je pense que la question des déplacements et de la mobilité va devenir, vraiment une question centrale. Et on ne pourra pas échapper à un moment donné à avoir à considérer que le transport public est aussi un service de première nécessité, et qu'en conséquence, et je partage le point de vue évoqué par certains groupes politiques, notamment au sein du Conseil métropolitain, je pense à Europe Écologie Les Verts, qui ont porté aussi cette orientation d'aller vers la gratuité. C'est aussi porté par France Insoumise dans le débat public. Et moi, je me félicite de cette avancée, de cette proposition qu'a faite Johanna Roland, et je pense que dans les années à venir, il faudra aller plus loin. Alors en termes de mode de financement, je pense notamment aux taxes et la TVA sur les transports publics pour l'investissement, les rames, etc., à renouveler, qui actuellement sont à hauteur de 10%, me semble-t-il. Donc là, il y a peut-être une marge à négocier avec l'État pour baisser ces taxes et favoriser notamment l'investissement et faire en sorte qu'on ne soit pas pénalisé en termes d'investissement en allant vers ce type d'orientation. Après, il y a peut-être d'autres sources de financement, notamment sur le VT, la taxe versement au transport payée par les entreprises. Je note quand même qu'on a changé le seuil d'assujettissement pour les entreprises. C'était sous la mandature précédente et avec un impact financier aussi pour les collectivités et les métropoles. Donc ça, à mon sens, ça devrait être revu aussi. Et là encore, il y a une marge de financement. Et j'arrête là. Voilà. Alors il y a plusieurs questions. D'abord, la question de, on va dire, je garderai la gratuité pour la fin. La question des franchissements de Loire. Donc il y a une étude qui a été au départ initiée par la région, à laquelle Nantes Métropole s'est associée sur la franchissement de Loire par pont. Voilà. Nous, on n'était pas forcément très partant sur cette approche-là. On a demandé que soit aussi intégrée l'hypothèse d'un franchissement de Loire par tunnel. L'étude n'est pas terminée puisqu'elle doit être finie, je crois, à la fin de l'année. Néanmoins, dans cette étude, il y a un certain nombre de choses qui semblaient un peu, critiquables. La première, une des pistes, par exemple, et vous allez voir la différence entre la région et la métropole, c'est que la région se disait, tiens, on pourrait doubler le pont de Cheviré un peu en aval. Pourquoi ? Parce qu'il y a, notamment au Nord-Loire, un axe qui part quasiment de la Loire. Bon, il y a une vieille usine désaffectée, on pourra passer au milieu. De toute façon, les terres sont polluées, on ne peut pas faire grand-chose. Et après, hop, il y a un truc qui remonte là, jusqu'au croisier à Orvaux. Et donc, on pourrait imaginer d'en faire un joli deuxième périphérique. Donc, ils sont partis là-dessus, ils ont bossé comme des fous. Puis à un moment, j'arrive dans une réunion, voilà, et je vois ce truc-là, je leur dis, mais vous savez où ça passe, ça ? Ouais, ça passe à l'ouest de l'agglo. J'ai dit, ouais. Ça passe dans une commune qui s'appelle Saint-Hermelin. Vous en avez parlé avec les élus de Saint-Hermelin ? Gros blanc. Et là, je leur ai dit, si jamais vous leur en aviez parlé, je pense que ceux-ci vous auraient dit qu'il est hors de question d'avoir un deuxième périphérique qui saucissonnerait la commune et qui fait qu'on aurait en fait trois parties dans la commune avec un périph', deux périphs qui séparent les trois parties. Et voilà comment c'était parti. Donc évidemment, on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Donc il y a effectivement un travail qui est fait. Je ne sais pas ce que ça donnera. Visiblement l'hypothèse de franchissement aval, c'est pas si significatif que ça. En tout cas, le déport du périphérique ne serait sans doute pas très important. Pourquoi ? Parce qu'il y a une bonne partie du trafic qui est un trafic
intra-métropole. Entre, on va dire, d'un côté, le bloc Bouguenais-Rezé, qui font quand même déjà pas loin de 60 000 habitants, et sans même parler des communes qui sont, par exemple, vous ou d'autres, hein. Et puis, de l'autre côté, qui passe sur en gros, Chantenay, Saint-Herblain, voilà. Et donc, si ce trafic-là est obligé de faire le tour, ça sert à rien, quoi. Vous avez, en gros, il doit y avoir une quinzaine de % d'utilisateurs du périphérique qui sont des gens qui traversent complètement l'agglo. C'est tout. Donc, est-ce qu'il faut faire un deuxième périphérique uniquement pour ces gens-là? La question se pose. Donc voilà, il y a une étude en cours, mais je ne suis pas sûr que ça simplifie les choses, d'autant plus que depuis qu'on a lancé l'étude, il y a juste un gouvernement qui a pris la décision de garder l'aéroport à cet endroit-là. Et donc, ça vient encore rajouter un peu de possibilités de trafic aux alentours du périphérique, et notamment aux alentours de Cheviré. Donc, ça, c'est le premier point. Sur l'étoile ferroviaire, je pense effectivement que c'est une bonne idée, parce que quand on est dans le périurbain, je le vois avec mes amis couéronnais, par exemple. Je le vois même, y compris à Saint-Herblain, pour les habitants du bourg de Saint-Herblain. Le moyen le plus rapide pour aller dans le centre-ville de Nantes, c'est le train. Il n'y a pas plus rapide. Il faut juste qu'il y en ait suffisamment. Il faut juste qu'ils passent à l'heure. Et qu'il n'y ait pas de train annulé. Non, mais c'est pas toujours le cas. Et alors, vous allez me dire, mais... Oui, mais n'oubliez pas qui paye. Quand un des premiers actes de la région, c'est de revendre des rames de tram-train à d'autres, ou des rames de TER plutôt, à d'autres régions qui en avaient besoin, en disant nous, c'est pas grave, on a ce qu'il faut, quoi, c'est bon pour le TER. Bah oui, mais sauf que quand vous avez du coup des pannes, c'est normal qu'il y ait des pannes sur des trains, ça arrive forcément. Bah du coup, il n'y a plus de TER de rechange. Et donc, il y a des trains qui sont purement et simplement annulés. Donc quand vous êtes à Saint-Nazaire ou à Savenay, que vous prévoyez de rentrer sur l'agglo, ou que vous êtes à Nantes et que vous prévoyez de rentrer à Savenay pour prendre votre voiture au parking relais, où vous l'avez bien consciencieusement laissé, bah s'il n'y a plus cette fiabilité de service, les gens ils arrêtent de prendre le train. Et pourtant c'est le plus écologique des transports et le plus rapide sur des distances un peu importantes. Donc ça, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un bon combat, le combat pour le développement du train. Et d'ailleurs, je vois que la loi d'orientation sur les mobilités prévoit la création de RER urbains, enfin évoque la possibilité de créer des RER urbains, donc à condition de s'entendre avec tous les acteurs concernés. Mais franchement, c'est une bonne chose et quelque chose qu'on doit travailler. On n'a pas attendu non plus de travailler avec les autres intercommunalités pour pouvoir créer des services en commun. Sauf qu'il y a quand même un obstacle juridique important. Il faut que les intercommunalités se soient dotées de la compétence transport. Si elles n'ont pas la compétence transport, elles ne peuvent pas lever de versement transport, et donc elles n'ont pas les moyens de financer de politique transport en réalité. Elles ont un peu de sous pour faire une aire de covoiturage avec le département, mais c'est à peu près tout. Donc ça veut dire qu'il faut aussi des évolutions institutionnelles, et puis il faut qu'on travaille, vous voyez, je vous ai parlé du Pays de Retz tout à l'heure, on parlera sans doute un peu de Pont-Saint-Martin quand on évoquera le contournement. En fait, on voudrait bien bosser ensemble, sauf qu'il n'y a pas de cadre juridique pour le faire. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir sans doute le faire évoluer. Et je pense que, vous savez, à Lyon, il y a un syndicat mixte de transport qui associe Lyon, qui associe la région, qui associe le département, enfin le reste du département, et un certain nombre d'autres intercommunalités, et tout le monde bosse ensemble dedans, quoi. Et du coup, ça permet de faire sortir des trains quand c'est très loin, de faire sortir des bus, et y compris des bus à cadencement rapide et en site propre quand on est un peu moins loin. Mais pour faire ça, il faut travailler, il faut avoir la possibilité de travailler ensemble. On a une petite expérience avec nos amis d'Erdre-et-Gèvres, donc Trélières et puis au-dessus de la Chapelle, qui nous disaient, nous on voit bien que vous avez une ligne de chronobus qui s'arrête en gros au port de la Chapelle. On pourrait traverser, aller plus loin, et vous pourriez aller jusqu'à Trélières. On leur a dit ok, mais c'est pas nous qui allons payer le delta de kilomètres en plus, c'est vous qui payez. Ok. Et quand on leur a dit, alors l'investissement c'est 1 200 000 € et après c'est 400 000 € par an, ils nous ont dit on peut pas, quoi.
On n'a pas la ressource pour. Donc vous voyez il faut la possibilité juridique et il faut aussi que les autres intercommunalités aient la capacité à faire avec nous. Et puis alors le truc, la gratuité. C'est sympa la gratuité. Vous savez, les enfants de moins de 6 ans sur cette métropole ne payent pas les transports en commun. Donc c'est gratuit pour eux. Tu as évoqué, Bruno, la tarification solidaire. Il y a à peu près 55% des gens qui sont dans la tarification solidaire qui, compte tenu de leur niveau de ressources, inférieur au seuil de pauvreté, disposent d'un titre qui leur permet de voyager gratuitement. Donc elle existe déjà un peu. Et si on voulait aller plus loin, les recettes de la Semitane, c'est 75 millions d'euros. Voilà. Donc, sur un mandat, dire on va faire la gratuité totale, ça veut dire qu'il nous manquerait 450 millions d'euros pour investir. 450 millions d'euros, c'est ce que prévoit. Ça représente à peu près, un sixième de l'investissement total prévu dans le plan de déplacement urbain 2018-2027. Donc après, la question c'est, ok, mais est-ce que tout le monde est prêt à avoir des bus qu'on garde un peu hors d'âge? Est-ce que tout le monde est prêt à ce qu'on ait des tramways qui... Déjà, on est déjà un peu champion du monde parce qu'on a à la Semitane des gens qui sont capables de réparer les tramways, ce qui n'est pas le cas dans tous les réseaux. Et on est capable d'avoir des tramways qui durent depuis longtemps. On en a des années 80 qui circulent encore. Mais est-ce qu'on les garde encore 10 ans, quoi, alors qu'on s'apprête à les changer précisément parce qu'on commence à avoir plein de pannes, parce que parfois les pièces détachées n'existent même plus, et parce que parfois il faut les chercher sur le bon coin. Non, mais je ne plaisante pas. Tout simplement parce qu'il y a quelque part en France des gens qui ont stocké un peu de pièces et qui les revendent quand il y a des besoins. On achète des pièces comme ça, aujourd'hui, sur les tramways Alstom, parce qu'elles ne sont plus fabriquées du tout. Je pense que demain, on les imprimera avec une imprimante 3D qui sortira des pièces métalliques pour pouvoir le faire. Mais on voit bien qu'à un moment... Soit on vise l'amélioration du service, et l'amélioration du service suppose des moyens, et donc l'amélioration des moyens, c'est une partie payée par la collectivité, une partie payée par l'usager. En fait, quand on intègre l'investissement, et pas simplement le fonctionnement, c'est 25% payé par l'usager et 75% par la collectivité. Parce qu'il faut prendre en compte aussi ce que la collectivité paye directement. C'est nous qui sommes propriétaires des bus, c'est nous qui sommes propriétaires des tramways, c'est pas la Semitane. Et donc ça nous appartient, mais il faut évidemment l'intégrer. Et donc du coup, je suis toujours un peu mal à l'aise sur les questions de gratuité parce que ça me semble être une fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'a priori, Dunkerque, c'est 200 000 habitants. Niort, je n'ai pas fait les comptes, mais je pense qu'on est en dessous. Et donc ça veut dire que quand vous n'avez pas de tramway ou une seule ligne de tramway, quand vous n'avez que des bus, parfois, et je crois que c'est le cas à Niort, la production des billets, des titres de transport, la gestion, la vente au guichet ou les commissions versées aux revendeurs, plus le coût du contrôle représentait davantage de coûts que de recettes. Et donc dans ce cas-là, évidemment, on fait de la gratuité. Évidemment. Parce que vous n'allez pas mettre en place des systèmes pour collecter de l'argent qui finissent par vous coûter plus que ce qu'ils vous rapportent. Donc il y a un moment, et oui, on fait la gratuité. Martigues, je crois aussi, l'a fait, si je me rappelle bien. Bon. Mais vous voyez, c'est des intercommunalités de 80 000, 100 000, on n'est pas vraiment sur la même échelle que nous. Nous, si on le fait, je pense que, complètement en tout cas, on mettrait en péril l'efficacité de notre réseau et surtout, on se condamnerait à ne plus pouvoir le développer. Voilà. Alors, Johanna a fait la proposition des samedis et des dimanches. Bon, les jours fériés, peut-être que ça viendra après un jour. Ça représente 15 millions d'euros de recettes en moins. Alors, tu l'as dit, c'est pas simplement les samedis et les dimanches. Les samedis et les dimanches, c'est facile, il y en a à peu près 8 dans le mois, 8-9. Et donc, il y a 30 jours dans le mois. Ça veut dire que si vous voulez que les usagers qui sont abonnés ne se sentent pas lésés, il faut descendre les abonnements, quoi. Ah, donc, c'est pas simplement les gens qui ne payent pas le samedi et le dimanche, c'est aussi les abonnés qui vont voir la facture diminuer. Puis sans doute un peu les entreprises aussi, parce que du coup, elles paieront leur partie qu'elles payent, la moitié qu'elles payent va baisser aussi. Et ça représente 15 millions d'euros de recettes en moins. On descend de 75 à 60. Et après, par contre, il faut des dépenses en plus. Les dépenses en plus, c'est par exemple, si c'est gratuit le samedi et le dimanche, vous avez des gens qui vont, parce qu'ils sont feignants, prendre le bus pour 2 arrêts. Il devrait marcher, hein.
parce que c'est mieux pour la santé, mais ils prendront le bus, parce que c'est gratuit. Et donc du coup, il nous faudra davantage de bus, davantage de chauffeurs, parce que le bus tout seul, voilà. Donc on a estimé qu'il y avait sans doute, alors c'est pas pléthorique, quoi, mais c'est quand même peut-être quelques dizaines de, je sais pas, 15, 20 bus qu'il nous faudra en plus, et l'équivalent aussi en termes de conducteurs. Donc ça fait aussi des dépenses supplémentaires. Et donc, à un moment, on risque de se retrouver un peu coincé est-ce qu'on sacrifie l'efficacité et le développement, ou est-ce qu'on sacrifie la gratuité ou la gratuité totale? Et puis, sur les arrivées de population, je veux redire, dans notre agglomération, et dans l'Ouest en général, on a une fécondité plus forte que la moyenne. On fabrique davantage d'enfants, on fait davantage d'enfants. Et donc, du coup, ça veut dire que rien que notre territoire produit des nouveaux arrivants. Bah oui, c'est nos enfants et nos petits-enfants. Et puis en même temps, et ça partagé partout en France, on a des gens qui vivent plus longtemps. Donc quand on vit plus longtemps, on habite plus longtemps. Et donc l'augmentation du nombre d'habitants, c'est pas que des gens qui viennent un peu de partout travailler chez nous, c'est aussi tout simplement le dynamisme démographique de notre territoire qui l'explique plus qu'à moitié, je crois. J'ai oublié le chiffre que Pascal Prat m'avait donné, mais je crois que c'est largement plus que la moitié. Voilà. Frédéric. J'envoie sur une histoire de gratuité des transports. Moi, je trouve ça tout à fait normal de payer le transport. Mon entreprise finance à 50%, je trouve ça normal aussi. Et je préfère payer mon transport et estimer qu'il peut y avoir des tarifs sociaux pour des personnes qui peuvent peut-être pas payer le transport et que ça aille à la destination de ces personnes-là et qu'il y ait un effort de fait plus particulier sur des populations qui ont plus de mal, plus de difficultés financières. Et moi, j'estime que je participe. Voilà, ça existe. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Et j'estime que je participe à ma manière et je trouve ça tout à fait normal de payer mon transport et ça me choque pas. Et c'est pas pour ça que les gens prennent pas les transports parce qu'ils payent les transports. Hein. Ça, c'est clair que pour moi, il n'y a pas de lien de cause à effet, surtout pour les populations qui peuvent se permettre de le payer, quoi. Hein. Et donc, moi, je trouve la gratuité pour tous, moi, je vois pas l'intérêt. Je préfère que cet argent-là aille justement sur les populations qui ont plus de difficultés. Moi, je voulais revenir autrement sur les logements. Il y a quand même un vrai sujet, un vrai problème encore. Je sais bien qu'il y a beaucoup d'efforts de fait de logements sur la première couronne nantaise. C'est affolant. Les jeunes couples sont obligés de partir beaucoup plus loin. Je prends le cas Carquefou, La Chapelle, tout ce coin-là. Là, c'est impossible de trouver un logement à acheter à un tarif correct pour un jeune couple. C'est impossible. Et les pauvres logements qui sont libérés, ils sont achetés en moins d'une journée. Et les prix sont affolants. L'évolution du prix de l'immobilier sur Nantes est affolant, quoi. Hein. Alors moi, je veux bien qu'on prenne les transports en commun, mais quand on est un jeune couple avec de revenus de SMIC ou même un peu au-dessus, c'est impossible d'habiter actuellement, d'acheter une maison dans la première couronne nantaise avec les tarifs qui sont pratiqués. Hein. Oui, mais on a une grosse responsabilité, nous, la génération précédente, et la génération encore avant, sans doute beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que le modèle d'urbanisation et de mode de vie qui a été vendu par nos parents, enfin voilà, et puis par nous peut-être aussi à nos enfants, c'est quand vous devenez propriétaire, vous achetez une maison. Bon. Et ben quand on est un jeune couple aujourd'hui, moi c'est ce que j'ai dit à mes enfants, et ils m'ont écouté, pour une fois. Je leur ai dit, écoutez, si vous voulez acheter une maison tout de suite, vous allez rester locataire pendant un sacré moment, vous ne pourrez pas mettre d'argent de côté et vous aurez zéro apport. Donc on a mis en place ce qu'on appelle un parcours résidentiel, c'est-à-dire qu'on peut être locataire à un moment, puis à un moment on achète un appartement petit, enfin un T2, et il y en a. Il n'y en a pas tant que ça, il en manque, mais il y en a. On achète un T3, et puis on y reste 4, 5, 6, 7, 8 ans,
Et puis à un moment, effectivement, la revente du premier bien qu'on a acquis permet d'avoir un apport suffisant pour passer sur un logement individuel qui peut coûter plus cher, ou sur un plus grand appartement si on préfère rester dans du collectif. Mais je pense que dans les gens, moi j'ai 54 ans, je pense que dans les gens de ma génération, j'ai plein de copains qui ont fait comme moi, leur première acquisition, ça a été une maison, voilà. Avant, on était locataire. Et en fait, ce modèle-là n'est plus tenable. Pourquoi il est plus tenable ? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le vieillissement démographique fait que les gens vivent plus longtemps. Et pour une bonne part, vivent plus longtemps, notamment dans des maisons qu'ils ont acquis il y a 30, 40, 50 ans. Du coup, ça assèche la capacité à alimenter le marché. Et donc, du coup, ça maintient des tarifs qui sont élevés. Donc ça, c'est vrai, mais en plus, même nos politiques d'aménagement public luttent aussi contre la consommation de terre pour construire. Donc on essaie de construire plus dense, plus vertical, parce que c'est aussi la seule façon de préserver des terres pour l'agriculture, des terres qui ne soient pas artificialisées, de lutter contre le ruissellement de l'eau et de travailler pour l'environnement, quoi. Comme j'en parlais bien souvent, quand on propose à tout le monde d'habiter verticalement, comme vous le dites, et qu'autour on laisse des terres avec du maraîchage, avec des pesticides, c'est pas mieux, quoi. Je préfère avoir moins de terres agricoles sans pesticides qu'avoir des terres agricoles autour de chez moi où il y a partout du pesticide, quoi. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le rapport Nantes Métropole ? Rapide. Oh non. 3 secondes. Non, pour répondre... non, 3 secondes. Pour répondre à Frédéric, donc je connais ta position. Je rappelle que quand on a pris la décision de gratuité pour la bibliothèque, ça a démultiplié les inscriptions. Donc moi, c'était ce questionnement-là que j'avais. Et j'occulte pas la problématique financement. Actuellement, la problématique, c'est le financement. Tu as très bien développé. Et juste sur la question de l'habitat, il y a quand même une gentrification. C'est-à-dire des classes populaires qui quittent le centre-ville. Parler du quartier de la création que je connais bien, c'est quand même pas des ouvriers, des employés qui habitent ce quartier-là. Et à mon sens, c'est un vrai problème. Par rapport à des quartiers qui étaient des quartiers populaires, et avec, voilà, parce qu'on capte la richesse. Et aussi, il y a une compétition qu'on peut pas nier entre les métropoles. Mais bon, je vais m'arrêter là parce que ce sera un vaste débat. On peut y passer la soirée. Non, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais juste dire que la gentrification, ça ne concerne pas l'embourgeoisement, quoi, pour faire en français. Ça ne concerne pas que le centre de Nantes, mais qu'il y a un certain nombre de communes de première couronne. Et moi, je peux vous dire, chez moi à Saint-Herblain, il y a des quartiers entiers où les baraques datent des années 30-40, ont été souvent construites par les gens qui les ont occupées, les premiers habitants qui étaient plutôt ouvriers et employés, qui sont aujourd'hui rachetés par des gens qui ont des gros moyens, qui souvent les mettent par terre ou gardent que les murs et refont derrière 150 000 ou 200 000 euros de travaux. Donc ça touche voilà, petit à petit l'ensemble des communes, en tout cas sur la première couronne. Je pense que c'est pareil sur Orvaux, c'est pareil sur La Chapelle, c'est pareil sur Rezé et sans doute sur Saint-Ceb aussi.